Bonsoir à toutes et à tous. En ce dimanche 3 décembre, voici les titres de l'actualité à Monaco. Présent à la COP28 comme de nombreux chefs d'État, le prince Albert II reviendra au micro d'Émilie Rousseau sur cette nouvelle édition du sommet mondial sur les changements climatiques. Suite de notre série de reportages au Sénégal avec cette fois, à l'occasion des 15 ans du Monaco collectif humanitaire, un reportage sur les actions des ONG monégasques sur le territoire africain. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des personnes handicapées. Focus sur la danse inclusive avec les ballets de Monte-Carlo et la compagnie 6e Sens. Nous reviendrons sur les différents résultats de sport en principauté entre foot, rugby, aviron et gymnastique. Et puis enfin, nous parlerons de communication non verbale, apprendre à décrypter les attitudes corporelles avec notre invitée Olga Siesko, conférencière et experte en synergologie. Nous ouvrons donc ce journal en prenant la direction de Dubaï, où se poursuit la COP28. Samedi, le prince Albert II s'est exprimé lors de l'événement de haut niveau sur le premier bilan mondial de l'accord de Paris. Un bilan qui jouera un rôle crucial dans l'élaboration des prochaines contributions déterminées au niveau national qui devront être soumises d'ici début 2025. Dans son discours, le prince souverain a appelé à la suppression des matières fossiles pour limiter l'impact du changement climatique pour se diriger vers des énergies décarbonées. Il a également prôné le rôle de l'océan, à la fois témoin passif du réchauffement de notre planète et allié dans cette lutte. C'est en ce sens qu'il a pris part également à plusieurs side events organisés en partenariat avec sa fondation. À l'issue de cette journée, le prince Albert II a accordé une interview à Monaco Info. Il est au micro d'Émilie Rousseau sur des images d'Hugo Comaza. Non, bien sûr, mais ça n'est qu'une petite goutte dans cet océan de déclarations que les pays doivent confirmer, mais on est très en retard. Donc il faudra être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus déterminant et beaucoup plus juste dans tout ce que l'ensemble des pays doivent faire, et surtout les grands pays, bien sûr, on les attend. Ils doivent absolument redoubler d'efforts, si vous voulez, pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés à l'accord de Paris. Et donc Monaco, nous continuons notre petit bonhomme de chemin, mais c'est quand même un effort conséquent pour un petit pays comme le nôtre, mais nous sommes en bonne voie d'y arriver. Mais il faut absolument que tous les autres pays dépassent les ambitions qu'ils s'étaient fixées. Et donc le temps, malheureusement, est contre nous. C'est très long à mettre en place, bien sûr, mais il faut absolument, si on veut atteindre les objectifs et de 2030 et de 2050, il faut absolument redoubler d'efforts. C'est pour ça que cette COP, où on mesure vraiment le chemin parcouru et on prend, en anglais on dit stock taking, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la mesure de ce qui a été fait et la mesure de ce qui reste à faire. Eh bien, j'espère que ce sera une COP qui va dans le bon sens et qui sera extrêmement déterminante pour notre avenir. Nous poursuivons notre série de reportages au Sénégal avec la délégation des relations extérieures et de la coopération qui est sur place pour célébrer les 15 ans du Monaco collectif humanitaire. Hier, nous vous présentions le contexte dans lequel s'opèrent les projets de coopération et aujourd'hui, vous nous emmenez sur le terrain, Patricia Navarro avec Thomas Deus, pour découvrir deux illustrations très concrètes de projets. Nous nous trouvons un peu plus d'une heure de route au sud de Dakar. Nous sommes devant l'hôpital départemental de Mbour. Il faut savoir que le domaine de la santé représente 34% de l'aide apportée par la DCI au Sénégal. Et c'est avec des partenaires de terrain durablement implantés que Monaco intervient ici sur différents projets. Dans la grande région de Dakar, c'est une initiative orthopédiatrique qui est soutenue. Le centre hospitalier de l'Ordre de Malte, basé dans la capitale, a détaché une équipe dans le but de lancer une grande campagne d'identification d'enfants souffrant de pathologies orthopédiques pour déterminer s'ils sont admissibles à un protocole qui va jusqu'à une opération. Les enfants de Dakar, comme les enfants en région, ont d'abord une consultation
sur laquelle on se base pour savoir s'il y a une indication chirurgicale ou pas. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ces enfants, on les réfère ailleurs. Ça peut être de la neuro, de la pédiatre, etc. Et ensuite, dès lors qu'ils ont une indication chirurgicale, on va aussi viser l'éligibilité sociale, d'où une enquête sociale qui sera menée par notre assistante sociale allouée au projet. Et à ce moment-là, il intègre le projet, il est pris en charge de A à Z, depuis ses consultations, ses radios, tout ce qui est préopératoire et post-opératoire jusqu'à la guérison en fait. Pédiatres, assistants sociaux sont donc mobilisés le temps de 2 journées pour organiser le recensement des enfants éligibles puis la constitution de leur dossier. Sans cette vaste opération qui a été précédée par un large appel, certaines familles n'auraient jamais pensé à venir au centre hospitalier par peur notamment de coûts financiers trop élevés. Hier, on a reçu énormément d'enfants. Moi-même, j'étais choqué. Parce que je ne les voyais pas fréquemment en consultation. Mais dès qu'on annonce qu'il y a une gratuité, il y a les accompagnants qui amènent leurs enfants. Donc on en a vu plus de une centaine de malades hier. Donc on a pu consulter et probablement on va essayer de les programmer pour les interventions chirurgicales. Autre exemple des partenariats noués à Dakar, c'est avec une fondation basée à Monaco, la fondation Cuomo, que travaille la coopération monégasque. C'est dans cet hôpital cardiopédiatrique que sont opérés certains des petits bénéficiaires du Monaco Collectif Humanitaire. Ils n'ont plus besoin d'être transférés à Monaco. La mise en place de cette structure et la formation des personnels de santé a favorisé le maintien dans leur pays. Le Sénégal réunit plusieurs critères. D'abord celui de la stabilité politique. Au niveau de la région, on connaît aujourd'hui les troubles qui sont proches. Un avantage médical. Il y a une équipe qui a été formée depuis plus de 20 ans par différents acteurs internationaux au métier de la chirurgie cardiaque. Et donc il manquait le lien pour que ces capacités, ces compétences puissent être mises à profit des populations sénégalaises, mais aussi de la sous-région. En 2023, on devrait arriver à avoir un peu plus de 1200 patients opérés sur cette période donc de 5 ans, donc qui effectivement est un exemple de réussite compte tenu des difficultés médicales, techniques et financières de ce genre de projet. Et le succès est tel que ce centre, qui avait pour mission d'origine de ne prendre en charge que des enfants, a étendu ses missions initiales aux adultes souffrant de pathologies cardiaques ou de problèmes vasculaires. Retour à Monaco à l'occasion de la 12e journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre. La direction de l'action et de l'aide sociale a organisé un stage de danse inclusive en collaboration avec les ballets de Monte-Carlo et la compagnie 6e Sens. 7 personnes en situation de handicap ont alors pu préparer une œuvre originale qui sera présentée très prochainement au Grimaldi Forum en ouverture des 2 séances du spectacle professionnel Monaco Dance Forum Danse Inclusive. Anaïs Riu et Lionel Bernardi ont suivi ce stage pour vous. Si Baudelaire disait que la beauté vient de la fragilité, du bizarre, de la douleur et de l'étrange, aujourd'hui la compagnie de danse 6e Sens s'en inspire pour son œuvre incluant des danseurs en situation de handicap qu'elle présentera lors du spectacle Monaco Dance Forum. Un projet rendu possible notamment grâce au ballet de Monte-Carlo. La direction de l'action et de l'aide sociale a été approchée par les ballets de Monte-Carlo il y a à peu près une année de ça, pour justement promouvoir l'inclusion de danseurs en situation de handicap. C'est vraiment la preuve que finalement, je veux dire, ils ont un potentiel tout à fait, je veux dire, très important qui leur permet de faire comme tout un chacun, participer à tous les actes de la vie, que ce soit, là c'est la danse, mais ça peut être le sport, ça peut être, je veux dire, le monde professionnel. Il faut vraiment, voilà, ça permet une fois de plus de casser ces barrières, ces idées préconçues et justement on est vraiment moi j'insiste sur le terme inclusion, on est vraiment, ils font part entière de la société. Et voilà. Pour préparer ce spectacle, un stage de 3 jours a été organisé avec 2 chorégraphes qui pratiquent la danse inclusive depuis près de 25 ans maintenant. On leur apprend, mais ils nous apprennent beaucoup. C'est un échange, justement, que ce soit basé sur l'échange, le partage, la bienveillance permanente. Après, c'est le même travail qu'avec une compagnie lambda. Simplement, ça prend peut-être plus de temps que ce qu'on montre en 3 jours. Mais voilà, c'est accepter l'autre tel qu'il est.
et faire avec ses forces et ses fragilités. Voilà, le mot difficulté n'existe pas en fait. Ce sont tous des danseurs avec des propositions différentes que nous, chorégraphes, on n'a plus qu'à exploiter en fait. Donc voilà, on est riche de cette différence. Pour leur plus grand bonheur, les 7 danseurs admis au stage avaient été sélectionnés lors de leur participation à la fête de la danse cet été. Une joie immense d'être sélectionnée parmi tant d'autres, quoi. Donc en même temps je suis contente, en même temps j'ai hâte, voilà. J'apprends au fur et à mesure parce qu'on ne devient pas comme ça danseuse, mais franchement avec eux, je me sens bien, voilà. Et à faire voir aux gens l'handicap, l'approche différente, parce que les gens ils ont souvent un a priori des choses par rapport à l'handicap. Ça nous permet de nous intégrer aussi dans la société. L'œuvre originale est à retrouver le 14 décembre prochain dans la salle Camille Blanc du Grimaldi Forum. En bref, à Dubaï, les Monaco Impies ont remporté l'International Open de l'Emirates Dubai Sevens. 6 matchs, 6 victoires avec un dernier succès en finale dans un derby qui les opposait à Nice 29-12. Tout cela sous les yeux du prince souverain qui a évidemment participé à la fête. Il s'agit du 2e trophée remporté cette année après le Melrose Sevens en avril dernier. Nous reviendrons plus largement sur l'épopée de nos Monégasques dans le journal de ce lundi. En Ligue 1, Monaco s'est imposé cet après-midi au stade Louis II pour la 14e journée de championnat. Un succès 2-0 avec des buts de Minamino et Ben Yedder qui permet aux hommes d'Adi Hutter de consolider leur 3e place au classement. Le challenge Prince Albert II s'est déroulé ce week-end dans des conditions assez difficiles à cause du vent, ce qui a rendu les victoires encore plus belles. En 4 couple avec barreur ainsi qu'à l'épreuve du sprint, l'équipe Philippi, composée notamment de Chris Bach, triple champion du monde, a triomphé. En 2 couple, ce sont les équipes Evergreen Coastal Racing Team et Kangwa Alpha qui l'ont emporté. Un peu moins de 2 mois avant le 92e rallye automobile Monte-Carlo, la journée de formation au circuit routier d'instruction commissaire s'est tenue ce dimanche entre le chapiteau de Fontvieille et les routes de l'arrière-pays monégasque. Depuis plus de 40 ans, ce stage prépare les bénévoles du corps des commissaires de l'Automobile Club aux réglementations WRC, le championnat du monde de rallye. Anaïs Rieu et Alban Jean-Jambre étaient au départ de la simulation de course. Ils étaient dans les conditions réelles du WRC. Les futurs commissaires de route du championnat du monde de rallye ont été répartis tout au long du tracé pour un entraînement grandeur nature préparé par les équipes de l'Automobile Club. Au départ du chapiteau de Fontvieille, la première voiture s'est élancée pour la simulation de course. On reconstitue le parcours entier d'un rallye sur une journée, avec 2 spéciales le matin, une spéciale l'après-midi, pour faire travailler en fait tous les commissaires et toute l'organisation du rallye Monte-Carlo. Tout le monde participait, si on valide effectivement la participation à la fin de cette journée-là, parce que nous avons des observateurs tout au long du parcours. C'est un parcours qui fait quand même 200 km, liaison et spéciale comprises. Donc on a plusieurs points d'observation et ensuite, quand les observateurs ont rendu leur rapport, on validera ou non la participation du commissaire au rallye WRC. De la direction de course au commissaire, 165 personnes et 14 concurrents ont été mobilisés pour étudier tout type de scénario conforme à la réalité et pouvant apparaître durant une épreuve. Donc on les fait travailler effectivement sur tout ce qui est, réglementation, procédure, réglementation. Donc au niveau des contrôles horaires, des pointages au contrôle horaire, donc avec des décalages de pointage au niveau des contrôles horaires de sortie de parc, au niveau des spéciales. Ensuite on leur demande de faire des départs anticipés dans les spéciales, on leur demande de simuler des accidents ou des arrêts dans les épreuves spéciales pour faire travailler tout le dispositif de l'épreuve spéciale jusqu'à la direction de course pour soit gérer l'accident, arrêter la spéciale et lancer disons, la colonne de secours qui n'existe pas sur le cric, mais on simule jusqu'au bout l'intervention comme en réel, quoi. Cette édition 2024 se déroulera de nouveau à Gap, ville hôte de 2014 à 2021, en raison des travaux ne permettant plus de disposer de l'ensemble des surfaces nécessaires pour l'aménagement du parcours à Monaco. Le départ officiel, l'arrivée de l'épreuve et la cérémonie de remise des prix
continueront en revanche d'être organisées en principauté. En sport toujours, la saison 2024 du top 12 de gym a démarré ce samedi pour l'Étoile de Monaco. Pour leur première rencontre, les Monégasques, pleins d'ambition, recevaient à l'espace Saint-Antoine les gymnastes de Tremblay. Justin Hadel et Lionel Bernardi y étaient. Le médaillé de bronze contre le promu. L'Étoile de Monaco entame sa 6e saison. Tremblay, sa première en top 12. Pour les Monégasques, l'ambition est au rendez-vous. C'est un plaisir forcément de recevoir à la maison parce que on est chez nous, on a nos supporters qui sont là. Et après forcément l'ambition c'est de gagner aujourd'hui pour continuer comme l'année dernière et les années précédentes à arriver jusqu'à la demi-finale pour ensuite peut-être encore faire une finale. Et cette année on espère bien une grande finale et aller chercher la médaille d'or que ça fait des années qu'on travaille pour. Au programme de cette journée, les barres parallèles, les anneaux et l'épreuve au sol. 28-20, c'est le résultat de la rencontre. Monaco décroche une victoire, une manière de bien commencer la saison à domicile. Le silence est souvent plus éloquent qu'un long discours. Nous avons déjà pu entendre ce proverbe danois qui pourrait être une base de ce que l'on appelle la synergologie. La synergologie, c'est tout simplement l'étude du langage corporel, une discipline fondamentale dans les relations interpersonnelles, mais malheureusement trop peu connue en France. Olga Siesko est experte en communication non verbale et conférencière. Interviewée il y a quelques jours par Patricia Navarro, elle nous apprend les bases de sa discipline. Bonsoir Olga Siesko. Bonsoir Patricia. Vous êtes une experte de la communication non verbale. Qu'est-ce que cela recoupe tout d'abord, cette notion de communication non verbale ? Eh bien, la communication non verbale, c'est tout ce que nous communiquons sans les mots. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le langage corporel. Et pourquoi le langage corporel est-il si important ? Nous avons tendance dans notre société à travailler nos arguments, la structure des idées qu'on va exposer et on travaille moins sur le langage corporel, sauf que le langage du corps, c'est ce qui va inciter les gens à nous faire confiance et à nous estimer. C'est ce qui va nous permettre de développer ce qu'on peut appeler du charisme positif. Donc voilà. L'optimisation de la communication non verbale, on a le sentiment que c'est encore une notion qui n'est pas très développée ou à laquelle on ne porte pas une grande attention en France, à Monaco, en Europe. On y est très attentif outre-Atlantique. Je ne saurais pas expliquer pourquoi en France et en Europe, on favorise le discours, on favorise l'intellectuel. À l'école, on n'apprend pas à communiquer, on n'apprend pas tout simplement même à communiquer avec soi-même, comprendre que les gestes ont un sens. C'est quand même primitif, c'est tellement parfois simple. Et on a tout un parcours scolaire qui omet totalement le langage corporel. De plus en plus d'entrepreneurs ou de grands leaders ont recours à vos conseils. Pour quelles raisons et quelles sont les grandes lignes des recommandations que vous leur formulez ? D'être authentique. Être authentique, ça veut dire travailler son intention. Quand tu es devant un public, quand tu veux transmettre quelque chose, c'est quoi ton vrai message? Quand on travaille son intention, les gestes vont être plus libérés et lorsqu'on se concentre là-dessus, on a des gestes qui sont plus cohérents et qui ont davantage de sens. Ces entrepreneurs qui viennent vous voir, c'est pour développer une communication avec les personnes qu'ils managent ou peut-être aussi avec des clients potentiels dans des négociations? Il y a de tout. Il y a de tout parce que ça concerne toutes les relations interpersonnelles. Donc, qu'il s'agisse de recrutement, de négociation commerciale ou d'accompagnement, il y a beaucoup de thérapeutes qui prennent ma formation ou de management pur. Comprendre l'autre, c'est avoir une dimension supplémentaire et pouvoir savoir si les mots sont justes.
Et ça permet d'avoir une meilleure empathie, une meilleure réactivité. Ça permet de sécuriser ses prises de décision quand on est plus centré sur ce que l'autre ressent. On est meilleur. En conclusion, on le répète, il n'y a pas que dans la vie professionnelle que la communication non verbale joue un rôle important. Dans la sphère privée, bien entendu. Quand on est maman et qu'on a des enfants, c'est très important d'être attentif aux mouvements, sans être obsédé, bien sûr, tout en étant bienveillant. Ça peut nous permettre de passer, de voir des silences. Ça permet de ne pas passer à côté de silences qui pourraient nous indiquer qu'un enfant n'ose pas dire qu'il est embêté à l'école. Ça nous permet aussi de voir que notre enfant est heureux, quelle que soit la dimension dans laquelle on est. Le langage corporel est très enrichissant. Merci Olga Siesko pour ce décryptage et ces conseils très intéressants sur la communication non verbale. Merci Patricia. Pour la 3e année consécutive, la Croix-Rouge monégasque et Fight Aid de Monaco organisent la campagne Une lumière pour tous au profit des personnes isolées et défavorisées. Il s'agit de la mise en vente de cartes de vœux pour ces fêtes de fin d'année, disponibles au prix unitaire de 2,50 €. Vous pouvez acheter ces cartes directement au siège des associations ou bien les commander sur la boutique en ligne de la Croix-Rouge monégasque. Passons aux prévisions météo de fin de journal avec Justin Adel. Bonsoir Yannick, la fraîcheur s'installe véritablement en principauté et la pluie aussi. Le ciel sera globalement nuageux avant que des précipitations s'invitent en cours d'après-midi. L'intensité devrait augmenter légèrement en fin de journée et dans la soirée. Niveau température, 7-8 degrés sont attendus avec un ressenti de 3 à 5 degrés. Concernant la température de l'eau, 17 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h45 et se couchera à 16h55. En ce 4 décembre, nous fêtons Sainte-Barbe et Sainte-Barbara. Merci Justin, c'est ainsi que se termine ce journal. Avant de vous quitter, place au flashback de la semaine. Retrouvez ce qu'il s'est passé à cette même période de début décembre les années précédentes. Ce lundi, à la présentation, vous retrouverez Julia Vial. Merci d'être fidèle à Monaco Info. À bientôt.